Alors d'abord, vous avez la chance d'avoir et un conférencier, mais et une exposition, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc elle a été montée spécialement pour la soirée ici. Elle tourne dans toute la France. On s'est dit que c'était une bonne idée de parler de choses aussi très concrètes qui sont autour de nous, à côté d'une conférence qui pourrait paraître par moments abstrait. Parce que parler d'histoire coloniale sans s'appuyer sur ce qu'on a autour de nous, c'est-à-dire des images, un imaginaire, une propagande, pour certaines époques, ça serait un peu abstrait. Donc à la fin de la conférence, je vous proposerai quelque chose qui est pas inédit, mais un peu différent. C'est de plonger avec moi, pour ceux qui le souhaitent et qui ne seront pas usés de l'heure de conférence, dans cette exposition pour regarder derrière les images leur signifiant et en quoi elles sont encore présentes dans le passé. Alors, conférence étonnante ou simple, qui pose d'abord une question: pourquoi la France est-elle incapable d'avoir un musée de la colonisation? Alors bien sûr, je ne rêve pas et je ne pense pas que les musées sauvent les nations, permettent à régler nos problèmes de société, d'intégration, de se sentir mieux ou moins bien français. Je pense simplement que les musées sont de parfaits reflets, souvent, des blocages dans nos sociétés face à des phénomènes historiques. Alors, surtout un musée, à quoi ça sert, d'une certaine manière? Ça sert à faire de l'histoire, tranquillement, sereinement, à pouvoir faire rentrer des pans de l'histoire pour pouvoir les faire partager au plus grand nombre. Et quand je dis au plus grand nombre, c'est certes ceux qui vivent sur un territoire en France, mais aussi ceux qui sont les visiteurs de ce pays, les touristes. Et comme vous le savez, notre économie touristique est d'abord fondée dans ce pays sur la culture, et donc sur ses musées. Donc parler de musée, c'est de parler de beaucoup de choses. C'est de parler c'est parler de la manière dont la France se regarde, de la manière dont la France se regarde face au monde, la manière dont la France aussi parle à ceux qui sont français ou ceux qui ont du mal à être français, d'une certaine manière. C'est faire de l'histoire de France, donc contribuer, dirait un candidat qui a gagné une primaire, faire le récit national. Donc ce n'est pas un sujet secondaire que de parler des musées. Mais pourquoi en fait est-ce impossible de concevoir et de parler de cette histoire alors qu'elle est vieille de presque 5 siècles? Je rappelle qu'elle remonte à un certain 24 juillet 1534, vous voyez que ce n'est pas hier, quand sur les rives du Saint-Laurent au Canada, un enfant de Saint-Malo, de Bretagne, Jacques Cartier, plante une croix et revendique cette terre pour le roi de France. À ce moment-là commence notre histoire impériale. C'est donc déjà un long récit, près de 5 siècles. Et donc c'est autour de ce musée impossible et cette histoire longue et ancienne que je vais essayer de traverser les dernières années pour expliquer pourquoi nous, pauvres Français, nous ne pouvons pas ouvrir la porte d'un musée dans ce pays pour découvrir cette histoire. Encore moins emmener nos enfants, voire nos petits-enfants raconter cette histoire, et que les enseignants ne peuvent pas non plus emmener des élèves pour raconter cette histoire. C'est assez symbolique, et pour partir d'un élément symbolique et très concret, je vais revenir à quelques années en arrière, à 2013. En 2013, j'avais eu, avec quelques amis, la curieuse idée de proposer une tribune sur cette question dans un grand journal et un grand quotidien français à François Hollande, président de la République, puisqu'il se rendait à Marseille pour inaugurer le MUSEM. Je me suis dit que c'était une idée, je pensais que c'était une idée lumineuse, que de proposer au président de la République, se rendant dans l'ex-port de l'Empire, inaugurer un musée qui justement parlait de ces métissages, de lui rappeler que dans notre musée, justement, il n'y avait pas de grands musées d'histoire coloniale. Alors, je lui répétais notamment ce que je dis depuis quelques années, dans le pays des 12 744 musées, 12 744 musées, on devrait bien arriver à trouver une petite place pour parler de l'histoire coloniale sur le temps long. La mobilisation de François Hollande, en fait, était difficile, car pour lui, il fallait d'abord lui faire oublier, à titre personnel, au-delà de son entourage, le personnage tutélaire qu'il avait choisi pour son quinquennat. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peut-être oublié quel a été ce personnage tutélaire, où en fait c'est une vieille tradition républicaine de nos présidents de la République de choisir un grand personnage prédécesseur de la République et de placer son quinquennat ou son septennat sous son égide. Il avait choisi, par plus grand des hasards, Jules Ferry. Jules Ferry ne posait pas de problème en soi quand on parlait d'éducation nationale, mais quelques-uns de ses conseillers lui avaient rappelé qu'il y avait aussi dans Jules Ferry une part du colonial. Ce en quoi le président l'avait entendu, pas au point de ne pas prendre Jules Ferry, mais au point de commencer son discours en précisant à tous qu'il ne parlait pas du Jules Ferry des colonies et des races supérieures sur les races inférieures, mais du Jules Ferry de l'éducation nationale. On aurait dû se douter que ça commençait mal. Et qu'on aurait du mal à dépasser ce problème de la double personnalité de Jules Ferry. Et je resterai au débat sur la double personnalité de Jules Ferry. Le paradoxe de ce gouvernement qui va suivre, enfin des gouvernements qui vont suivre, et de François Hollande, c'est que justement sa posture personnelle, son regard qu'il avait sur l'histoire coloniale, était en fait inscrit dans une longue tradition socialiste.
celle que François Mitterrand avait largement portée avant lui, pendant 2 septennats. Et une tradition qui était claire, je rappelle que François Mitterrand a certainement été le plus grand ministre des colonies de la 4e République. Ce n'est donc pas un personnage neutre sur ces questions. Je vous rappelle aussi, mais ça, il suffit de relire les colonnes du Canard enchaîné de l'époque de Papa Madi, qui était son fils qui s'occupait des affaires africaines, et de se rappeler les grandes déclarations de François Mitterrand du temps des colonies, du temps de la guerre d'Algérie et après en tant que président de la République, pour se rendre compte que dans aucun grand musée national français, notre petite tribune de 2013, si elle a été lue, n'a en tout cas pas été entendue. Il a pu rentrer tranquillement de Marseille après avoir inauguré le MUSEM et rien ne s'est passé, la boîte était refermée. Donc, petit rappel sur ces années qui ont précédé, qu'on a un peu oubliées, et qui ont été les années Sarkozy, du débat sur l'identité nationale, du débat sur les brûlures des mémoires, du débat sur la repentance. Je vous rappelle le grand discours de Nicolas Sarkozy qui ouvre sa campagne de 2007 à Toulon, où il parle de la repentance, de la civilisation, de la lumière que nous avons emmenée au peuple, de ceux qui critiquent le grand passé colonial de la France. Certes, c'est un discours à Toulon, ce n'est pas un hasard, c'est de là que partaient les bateaux vers l'Algérie et vers les colonies, mais c'est surtout aussi à Toulon où il s'adressait à un certain public, à une certaine nostalgie, à un certain nombre de rapatriés pour tenir ce discours, certes pour prendre des voix au Front National, ce qu'il réussira à faire, mais aussi pour marquer clairement un passage d'une droite jusqu'alors gaulliste et qui ne partageait pas les thèses des rapatriés, vers une droite française classique qui commençait à digérer les discours de l'extrême droite nostalgique de l'Algérie française. Vous relirez ce très très long et très fastidieux discours de Toulon qui vaut largement le discours de Dakar. En revenant sur un temps un tout petit peu plus long, nous avions connu, avant Nicolas Sarkozy, bien avant même, un long silence sur ce passé colonial des pouvoirs publics. En gros, de 1960 à 1990, c'est le long silence sur la construction d'une mémoire commune. Par contre, les amnisties se succèdent année après pour les nostalgiques de l'Algérie française et ceux qui avaient été condamnés à la fin de la guerre d'Algérie. On voulait oublier, un peu comme pour Vichy, on essayait de tourner les pages et surtout, on n'en parlait pas. Et puis, se sont réveillés à l'aube des années 2000, à travers les lois mémorielles, notamment celle de 2001, sur la prise en compte du passé esclavagiste et des traites comme crime contre l'humanité, qui a véritablement là déclenché une prise de conscience à la fois des chercheurs, mais donc une contre-réaction de ceux qui ne souhaitaient justement pas que ce passé soit perçu ainsi. Une réaction 4 ans plus tard, à travers 2 petits textes, 2 petits articles d'une loi de février 2005, qu'on a appelée la loi de la colonisation positive, où la majorité des députés de droite se sont empressés de voter ces articles de loi, et je le rappelle, une grande majorité des députés de gauche et des sénateurs de gauche. Pour faire simple, enseigner la colonisation positive pour nos élus, Sénat et députés réunis, c'était majoritairement leur point de vue, et nous n'étions pas en 1965, mais en 2005. On comprend que dans ce contexte, ouvrir un musée d'histoire coloniale était complexe. Donc c'est de cette difficulté-là, de cette pénétration d'une certaine manière d'un discours de l'ultra-droite et un discours nostalgique sur la période coloniale qui petit à petit avait pénétré le sens commun de la vie politique française et avait été largement porté par le premier parti post-colonial français, le Front National, qui est créé d'une certaine manière au lendemain de la guerre d'Algérie, 10 ans après, par des nostalgiques et de Vichy et de la guerre d'Algérie. Et bien ce discours, petit à petit, avait pénétré à la fois la droite et la gauche en la rendant immobile sur ces questions, et la droite qui clairement avait digéré une partie de ce discours, tout à fait en antinomie avec le discours gaulliste de la fin des années 60, qui s'était clairement opposé à cette Algérie française. Tout cela, je l'ai dit, a donné naissance à ce fabuleux discours de Toulon de Nicolas Sarkozy, dont je citerai juste une petite phrase, tellement il est long. Qu'est-ce que la colonisation? Un rêve qui ne fut pas tant un rêve de conquête qu'un rêve de civilisation. Ça a été une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il s'engage même sur une date à l'époque. Il dit, en 2009, ce musée ouvrira. Mais il ne mesure pas à ce moment-là qu'il est déjà trop tard. L'opinion s'est retournée, beaucoup commencent à désigner ce projet de leur revendique. Le MUSEM commence à être un musée très concret et commence à émerger en contre-projet, le même MUSEM qui inaugurera 3 ans plus tard François Hollande. Et d'une certaine manière, ce musée des colonies post-coloniales devient un peu anachronique dans la France 2010. On s'y accroche un peu, mais Patrick Buisson, fin conseiller du président, comme vous le savez maintenant, et vu les honoraires qu'il a touchés, on l'espère, le célèbre Patrick Buisson, fervent partisan de la nostalgie algérienne française, mais aussi de l'Indochine coloniale, puisqu'il aura fait 2 livres grâce à l'argent de l'OCPAD et du ministère de la Défense sous l'époque de Nicolas Sarkozy. Ce brave Patrick Buisson
conseille le président qu'il faut changer son fusil d'épaule, abandonner le projet de Marseille sans trop le dire, prendre le directeur du projet de Marseille, Jean-Pierre Rioux, et créer, ce que vous avez tous connu, la célèbre Maison d'Histoire de France, dans laquelle il réintroduit le discours clairement nostalgique sur la question coloniale, demandant notamment au conservateur du patrimoine Hervé Lemoine, qui fait le premier rapport sur cette question, de bien faire comprendre que l'histoire de France commence en 732 à Poitiers. Toujours une histoire avec les Arabes et l'islam. Étonnant. Donc, au final, si ce musée a échoué, il a empêché pendant ces 2 ou 3 décennies, en tant que serpent de mer, qu'une autre réflexion puisse émerger. La manière de lutter contre la création ou la mise en place, l'établissement, le fondement d'un savoir, d'une diffusion d'un savoir, d'une forme de normalisation de ce savoir, y compris avec la contradiction de trouver un terrain d'entente commun pour en parler, quand vous avez une telle opposition, une telle virulence, une telle mise en mouvement des nostalgiques, d'un côté, les autres, au mieux, résistent, combattent, mais n'ont pas le temps d'agir et de construire. Donc tout ça explique dans quel état d'esprit arrive un François Hollande. Le terrain n'est pas neutre. Tout ça explique dans quel sentiment est une partie de la gauche. Tout ça explique que les mandats qui ont précédé celui de François Hollande, les 17 ans de double jeu de la droite et avant les 14 années de triple jeu de François Mitterrand, 30 ans de soit de non-discours, soit de discours un peu ambigus, n'ont pas permis l'émergence d'un musée d'histoire coloniale et que cette question n'est pas neutre. Pendant le même temps, les quartiers ont brûlé, l'intégration a échoué, l'islam est devenu un problème, les jeunes de la 3e génération ne se sentent pas français. Ils pensent, pour certains, parce qu'ils écoutent Dieudonné ou les sites de Soral, que l'Algérie française, c'est uniquement la torture, ou ils écoutent Dieudonné en pensant que ce sont les Juifs qui ont pratiqué l'esclavage. Sachons une chose, pendant que nous ne faisons pas de l'histoire, d'autres en font à notre place. Et des prosélytes dans les quartiers ont expliqué que depuis toujours, la France déteste les musulmans. Et quand vous regardez les publications ou les films de Daesh ou d'Al-Nusra, 20% du sujet, quand ils sont en français, donc destinés au public francophone du Maghreb, francophone de France ou de Belgique, parlent d'histoire coloniale. Quand ils parlent de la ligne Picot, c'est pas juste pour expliquer qu'une frontière entre la Syrie et l'Irak est un petit problème géographique, mais que les Anglais et les Français ont clairement et volontairement voulu détruire ce qu'était le califat en 1924, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc ne pensez pas que pendant le long silence de nos hussards de la République, d'autres hussards qui ne sont pas de la République se taisent. Allumez pendant quelques minutes, parce que plus ça peut être dangereux pour vos neurones, le site de Dieudonné, et vous verrez la place qu'occupe l'histoire coloniale chez lui. Et nos gamins, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, regardent ce genre de choses, en entendent parler. Je me rappelle, toute petite digression, une conférence que j'avais faite à La Ciotat, où un jeune m'a regardé dans les yeux, il me dit, qu'il devait avoir 16-17 ans, il me dit, mais monsieur, expliquez-moi pourquoi la République préfère les Juifs aux musulmans. Et je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que j'ai lu l'histoire sur le décret Crémieux de 1870, où en Algérie, on donne la citoyenneté française à tous les Juifs et on la refuse à tous les musulmans. Et il me dit, pouvez-vous m'expliquer, en partant de cet exemple précis, si vraiment nous, musulmans, on est aimés par la République? Donc si on ne parle pas de ces questions-là, d'autres en parleront à notre place. Donc la question n'est pas neutre, elle n'est pas simplement de faire de l'histoire pour faire de l'histoire. Elle est aussi que si nous omettons de parler de ce qu'est notre histoire nationale, avec ses parts d'ombre et de lumière, et d'autres le font à notre place et manipulent les faits. Alors on pourrait se dire, est-ce que les Français sont les seuls dans cette situation? C'est plus complexe. Les Anglais sont majoritairement fiers de leur passé colonial. 4/5 des Anglais sondés sur cette question sont plutôt dans la gloriole impériale et ne voient pas d'un mauvais œil le passé impérial. Dans le même temps, des musées assez critiques ont ouvert en Angleterre, à Liverpool ou à Bristol, proposent des expositions importantes. Dans le même temps, la reconnaissance publique, officielle, étatique, de certains crimes et massacres, comme le massacre des Momo au Kenya, qui a à peu près concerné 5000 personnes encore vivantes, qui ont été indemnisées par l'État anglais, montre qu'il y a une double approche, une sorte de gloriole nationale de la population, mais aussi une lecture critique, notamment dans les musées, de ces questions. En Italie, la question est totalement invisible, ce qui a même permis à, vous l'avez peut-être oublié, Silvio Berlusconi, d'aller faire repentance en Libye devant Kadhafi, de se mettre à genoux devant lui, de lui offrir une sculpture issue d'un grand musée italien et de lui dire que l'Italie demandait pardon pour les crimes coloniaux. En échange, il a eu l'autorisation de construire une autoroute qui aura dû rapporter 6 milliards aux entreprises italiennes. Le business permet tout pour Silvio Berlusconi. Aux Pays-Bas, cette question existe depuis très longtemps, une quarantaine d'années, et parfaitement traitée dans la société française, comme le montrent les expositions au Tropical Museum. On sent par contre que depuis 2010, depuis que la question dans l'opinion hollandaise de la population aux Pays-Bas
sur l'islam et sur les immigrés s'est durcie, où la question commence à prendre un net recul, alors que la Hollande a été jusqu'à maintenant un pays assez exemplaire. La Belgique, qui pendant très longtemps a eu beaucoup de mal à apprendre son histoire, il faut dire que le roi Léopold avait commencé assez fort en coupant près d'1 million de mains au Congo, a petit à petit réussi à dépasser ces problématiques, et aujourd'hui, grâce au musée de Tervuren en rénovation, de grandes expos comme Congo Exit Museum, a plutôt commencer à dépasser les blocages de la société belge. On a actuellement, je fais avec des amis belges, une très belle exposition à Liège sur justement les expositions et les exhibitions coloniales. Même s'il y a une différence entre la Flandre et la Wallonie, c'est un pays qui regarde son passé. De manière curieuse, la Suisse, pays colonial sans empire, ou pays colonial sans colonie, diraient certains, regarde aussi cette mémoire coloniale et ce passé colonial européen à travers des grandes expositions, comme le Danemark, dont tout le monde a oublié qu'il a colonisé le monde, et notamment le Groenland, et a exhibé très très tôt des populations de ces pays froids. Et puis il y a un pays étonnant, l'Allemagne. Donc, je rappelle que l'Allemagne a été un grand empire colonial, a perdu cet empire colonial après la Première Guerre mondiale, suite à la défaite et au partage de son empire entre l'Angleterre, la France et la Hollande. Oui, donc cette Allemagne, pays donc pour certains sans colonie, est un pays qui, quelque part, va dans peu de temps bâtir un très grand musée des civilisations à Berlin, qui actuellement a une énorme exposition que je vous invite à voir, qui est assez étonnante, ouverte en octobre 2016, qui s'appelle tout simplement « Colonialisme allemand ». Elle est claire, elle est explicite, on nous parle dedans de ce qu'a été l'histoire coloniale allemande, de ses pratiques, à la fois du fait que l'opinion a largement soutenu la grande conquête à la fin du XIXe siècle, mais aussi du crime des héros, par exemple, et du premier grand génocide du XXe siècle. Je pense, comme Benjamin Stora, qu'un musée d'histoire coloniale est donc nécessaire. Ce n'est pas un musée des indigènes, ni un musée de la communauté française, constate Benjamin Stora, et je partage son point de vue. Car tout projet doit veiller à ne pas réduire l'histoire à une seule de ses dimensions. Et l'histoire coloniale est multidimensionnelle. Car il faut absolument préserver dans un tel lieu, d'une certaine manière, de la sanctuarisation communautariste et de l'autre côté, du grand récit national, sans faille et sans crime. Ce lieu, il est connu, c'est l'hôtel de la Marine à Paris, qui est un lieu où s'est écrit notamment l'abolition de l'esclavage, ou en 1848, un lieu majeur. Pour faire non pas un musée où certains iraient de temps en temps, un musée ennuyant, comme est un peu d'ailleurs le musée de l'immigration où personne ne va à la Porte Dorée, mais un vrai musée. Commencez à en faire en France, Orsay, le musée de la Porte, le musée du Quai Branly, Beaubourg. Des musées avec des vrais discours, avec un vrai savoir, d'une certaine manière, de grandes expositions. Un musée capable de parler aussi à ceux qui viennent de l'ailleurs, dans notre pays, et dont pour 73 nations dans le monde, ils ont un jour fait partie de l'histoire impériale française. 73 pays indépendants aujourd'hui dans le monde ont un moment, vous l'aurez sur la carte tout à l'heure, quand vous regarderez l'exposition, ont fait partie une fois dans leur histoire d'un des grands empires français. Comme vous le savez, il y en a eu plusieurs à travers le temps. Donc ce n'est pas simplement s'adresser à un monde qui ne nous connaît pas. À votre avis, pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui parlent français sur la terre entière? Ils ne sont pas tous tombés sur Balzac sans faire exprès en se promenant à Tombouctou, à Goao ou à Tananarive. C'est l'histoire coloniale. Donc cette histoire coloniale, elle nous parle aussi d'une langue partagée, comme le dit très bien Alain Mabanckou, un des plus grands romanciers français, mais pas né en France. Cette langue, il en a en héritage de la colonisation, ça fait partie maintenant de notre tout commun, mais ce tout commun doit savoir dépasser ce qui hier étaient des fractures de l'histoire ou des fractures tout simplement raciales, communautaires, qui nous ont à un moment séparés, pour aujourd'hui faire qu'il peut y avoir du sens à être ensemble. Soit on arrive à digérer ce passé commun, soit on arrive, avec difficulté, à construire un lieu pour en parler, pour débattre, y compris pour tenir compte de la douleur de ceux qui ont été rapatriés, qui ont quitté ce qui était pour eux leur pays. Je rappelle que notamment pour les Juifs d'Afrique du Nord, c'est 15 générations derrière, d'enterrement, d'arrière-arrière-grands-parents qui étaient présents sur cette terre. Je rappelle aussi que ceux qui ont quitté l'Alsace-Lorraine en 1970 et qui se sont installés en Algérie avaient 5 générations sur le sol algérien. Eux ont quitté leur pays. Cette douleur que leurs enfants, leurs petits-enfants portent aujourd'hui est une réalité. Mais en même temps, ne pas la transcrire, ne pas essayer d'arriver à la digérer dans l'espace national, c'est de faire que cette douleur va passer génération après génération. Comment parler à ces grands-parents, maintenant très âgés, qui ont fait la guerre d'Algérie et qui ont leurs petits-enfants qui ont 7-8 ans et qui rentrent à la maison un dimanche parce qu'ils viennent voir leurs grands-parents et qui disent « Hé, grand-père, t'as torturé en Algérie? T'as fait quoi là-bas » Parce qu'aujourd'hui, dans nos manuels scolaires, on apprend que l'armée française a torturé en Algérie, parce que c'est vrai. Mais quand le grand-père s'est tué pendant 50 ans, y compris avec sa femme, avec ses enfants, et que ça saute une génération, que c'est les petits-enfants qui posent la question, c'est mieux d'avoir des réponses pour en parler. Et puis, on est lucide. On voit bien que nous vivons dans une société qui se métisse. On voit bien que nous vivons dans une société où l'intégration fait question. On voit bien qu'on vit dans une société où le rapport à l'autre n'est pas neutre. Oui, mais regardez les images autour de moi. Elles ne sont pas neutres. Ces images nous racontent une histoire. Je rappelle
toujours avec difficulté à ceux qui fabriquent les manuels scolaires quand ils utilisent des images comme celles que vous voyez, qu'elles ont été fabriquées par une agence de propagande coloniale. Alors juste pour vous expliquer une chose qui est très très simple, en 1920 en France, on crée une agence officielle et il est interdit de faire soi-même des images de colonisation parce que vous tombez sous le coup de la loi. En France, c'est comme dans un pays totalitaire en termes de propagande coloniale. La propagande coloniale appartient à l'État. Ça s'appelait l'Agence économique des colonies. Et c'est un monopole d'État. Jusqu'en 1960. Les films, tous les films tournés aux colonies étaient soutenus par l'Agence économique des colonies. Les grands romanciers, Pierre Mille, Bordeaux et tous les autres, étaient bien sûr financés par l'Agence économique des colonies. La presse était financée par l'Agence économique des colonies. Et bien entendu, tous les artistes qui allaient aux colonies étaient financés par l'Agence économique des colonies. Sinon, ils n'avaient pas le droit d'aller aux colonies parce que le gouverneur ne leur autorisait pas à voyager aux colonies. Pour nous, nous ne le savons même pas. Et quand on regarde ces images dans les manuels scolaires, si on ne précise pas en dessous que c'est une image de propagande, on ne pense même pas que c'est une image de propagande. Car elles ne sont jamais le reflet de ce qu'a été une histoire, puisque par définition, un journaliste indépendant, à part quelques-uns comme Londres ou Gide, n'ont jamais pu regarder ce qui se passait au Congo, océan ou ailleurs, au Tchad, pour comprendre la réalité coloniale. Nous héritons de tout ça, et nous avons à peine commencé à décoloniser ce qu'a été notre histoire et nos rapports à l'autre. Je sais que quand je m'adresse à des lycéens, par exemple, pas les collégiens, parce que là, c'est un no man's land au niveau connaissance de l'historiographie coloniale, et quand je demande simplement d'écrire sur un petit papier, j'aurais pu le faire avec chacun d'entre vous ici, 5 dates de leur histoire coloniale, sur 5 siècles d'histoire, une par siècle. Généralement, je dis bien généralement, je récupère, parce qu'ils les cachent, la moitié des petits papiers. Et sur ces petits papiers, généralement, j'en ai la moitié de la moitié, où il n'y a rien écrit. Et avec un peu de chance, j'en ai 3 ou 4 qui me donnent plus de 3 dates. Et sur ces 3 ou 4, généralement, à 20 ans près, ils me donnent la fin de la guerre d'Algérie. On en est là. Donc on en est là d'une situation, d'une histoire qui pourtant nous écrit encore notre présent. Rien d'étonnant. Et je vais revenir à mon point de départ. Quand vous n'avez pas de musée, vous ne faites pas d'histoire. Cette histoire n'est pas pacifiée. Elle n'est pas rentrée dans la mémoire collective. Elle n'est pas d'une histoire qui fait tout simplement neutralité. Quand vous rentrez au musée, ce n'est pas simplement le fait que l'idée, que le sujet, que le patrimoine a de la valeur, c'est qu'il y ait dans la société française une capacité à être capable de neutraliser une question chaude pour petit à petit la mettre à disposition des citoyens et du grand public pour parler, débattre et appréhender cette question. Tant que vous ne rentrez pas au musée, ce processus, je dirais d'une certaine manière, de déconstruction du passé, d'ouvrir la boîte de Pandore du passé ne se fait pas. Si vous regardez bien ce qui s'est passé avec Vichy et la Shoah, c'est parce que des lieux de mémoire se sont ouverts. Le camp d'Émile et d'autres. C'est parce que des musées se sont ouverts. C'est parce que des grands films ont été faits. C'est parce que des grandes expositions ont été faites que ce qui était douloureux à raconter, des grands témoins ont pu le raconter. Que ce qui était douloureux à dire a pu être dit. Que ce qui paraissait indépassable. Que dans une société, des gens qui ont été descendants de gestapistes, d'autres descendants de miliciens, d'autres des collaborationnistes, et d'autres des résistants, et d'autres des déportés, ont pu après continuer à vivre dans le même pays. Par exemple, nous avons pensé pendant très longtemps que l'Allemagne serait notre ennemi héréditaire. Nous avons réussi à faire un manuel scolaire avec l'Allemagne. Ça veut donc dire que ces questions qui, dans les années 20 ou 30, on n'aurait jamais imaginé que des historiens français et allemands fassent un manuel scolaire commun. Ça a été possible. Donc il n'y a rien d'impossible, simplement ce n'est pas encore une question qui fait citoyenneté. Et nous pensons que les enjeux d'intégration, d'immigration, de regard sur l'autre, de stéréotypes, de discrimination pourront faire l'impasse sur le passage par la page histoire ou mémoire. Je ne le crois pas. Je ne pense pas fondamentalement qu'on peut résoudre ces questions-là, entre autres, si on ne passe pas aussi par la page histoire de regarder ce passé colonial en commun. Ça ne veut pas dire qu'ouvrir un musée d'histoire coloniale va régler le problème de l'intégration, le problème des discriminations, le problème du racisme ou le problème du vivre ensemble. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est un des éléments, pour moi, essentiels de cette capacité à construire ensemble un destin commun. Merci.